Alors, on va continuer donc sur le fil rouge de ce congrès, la médecine 6P. Et on va parler donc de trois volets qui se suivent, très intéressants. Jamila va nous parler donc du génotype, c'est ça? Voilà, l'épigénétique et les génotypes. Ensuite, on va parler du phénotype. Et la troisième présentation, c'est ce qu'on appelle le thératype, donc l'implication thérapeutique de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Jamila, je te passe la parole. Ok, salam alaikum. Merci bien, mes amis, d'être là. Puis, merci à Younes de me faire confiance et à la Lama Forcale pour m'inviter à chaque fois. Puis, c'est quoi ça commence? Puis excusez-moi, après couscous, je vais vous parler d'épigénétique. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible pour introduire un petit peu le rôle de l'épigénétique dans les allergies. On a entendu ce matin Johanna nous parler un petit peu de l'environnement, de l'impact de l'environnement. Et là, je vais vous amener à une autre étape pour vous expliquer vraiment les bases d'épigénétique et quelques exemples d'implication et l'importance, surtout de l'importance qu'il faut tenir compte quand même quand on voit le patient. C'est important de tenir compte de ces facteurs-là, qu'on soit capable de les contrôler ou pas, mais au moins qu'on soit au courant, puis qu'on soit au courant de ce qui se passe au niveau du génome des patients. Alors, je ne vous apprends rien avec cette diapo d'introduction, puisque l'allergie, c'est très hétérogène et c'est quelque chose qui est contrôlé par plusieurs éléments. L'environnement, on le sait, donc l'âge, la diète, les infections, la pollution qui nous entoure, le changement climatique qu'on vit régulièrement et de plus en plus. Évidemment, il y a la base, donc la génétique, là, le fondement vraiment de la personne. Et il y a l'épigénétique, qui est la partie sur laquelle on va un peu passer un petit moment là, pour les expliquer. Donc, je vais y aller par étapes pour l'épigénétique, pour expliquer vraiment les modifications des méthylations au niveau de l'ADN, des histones et des micro-ARN. C'est la dernière étape la plus avancée actuellement. La plus avancée, c'est l'actualité chaude un peu de l'épigénétique. Mais je vais y aller pas en profondeur, alors si vous me le permettez. Donc, on va y aller vraiment pour expliquer vraiment les principes. Alors, cette diapo, elle résume un peu, elle est complexe, là, mais elle résume un peu ce qu'on voit tout le long. Donc là, c'est une ligne de temps, en fait, qui explique depuis qu'on est dans le ventre de notre maman jusqu'à la vieillesse, donc jusqu'à un âge avancé, qu'est-ce qui peut arriver, donc toutes les choses qui peuvent arriver et qui peuvent vraiment entraîner beaucoup de choses, des modifications dans nos systèmes, donc dans notre organisme. Évidemment, il y a la génétique et il y a évidemment la première phase donc, au niveau du fœtus, donc des modifications au niveau de l'épigénétique. Après ça, on arrive à l'adolescence, les changements hormonaux aussi, l'augmentation du poids, par exemple le BMI, chez les femmes, les modifications hormonales. Puis on arrive à l'âge adulte où on a donc la sénescence du système immunitaire. Donc tous ces facteurs-là vont interagir avec l'environnement. Donc notre environnement aussi change. On est exposé à des virus, des nouveaux, et on va en avoir d'autres nouveaux aussi, à des bactéries, à la pollution de plus en plus, à des allergènes, évidemment, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, à des déterminants de la vie sociale, donc le lifestyle, donc la pauvreté, les gens qui changent leur diète, tout cet ensemble-là. Et donc, avec l'environnement, la base génétique vont faire en sorte qu'il va y avoir des modifications dans notre système, donc de nos gènes, d'une façon non permanente, heureusement, puisque la génétique, c'est permanent, c'est des mutations permanentes, mais va se rajouter des modifications non permanentes qu'on appelle l'épigénétique. Et donc, ça, c'est comme la première phase. Évidemment, Johanna t'avait parlé ce matin aussi sur les fenêtres d'opportunité. Donc, ces fenêtres d'opportunité sont
très, très tôt, mais on a toujours évidemment l'épigénétique qui est là, qui joue un rôle important. Alors, quels sont il y a à chaque, donc cette marche atopique est associée à des mécanismes. Donc, pour qu'on comprenne un peu toute cette étape-là, donc ce changement entre la vie en enfance jusqu'à l'adulte, et des développement de maladies allergiques, il y a sous ces changements-là des modifications au niveau fonctionnel. Évidemment, il y a les barrières, le dommage aux barrières. Maintenant, vraiment, au niveau de l'asthme, c'est le facteur important sur lequel tout le monde se met. Il y a le microbiome, évidemment, il y a les altérations, donc les dysbioses et tous les mécanismes qui sont reliés à ça. Il y a les interférences de certains gènes et surtout les interactions gènes-environnement qui est très complexe, qu'on ne comprend pas toujours. Il y a le dysfonctionnement social, j'aime bien, c'est nouveau ça encore là, des cellules. Donc les cellules, ils ont un dysfonctionnement social entre elles, donc ils ne s'expriment plus comme il faut, il y a une mauvaise communication, donc là c'est un dysfonctionnement. Et évidemment, il y a les facteurs épigénétiques. Donc tous ces mécanismes-là, on commence un petit peu à les connaître. Il y en a qui sont bien avancés, il y en a d'autres qui sont un peu au stade plutôt expérimental et en apprentissage. Alors, c'est quoi la définition? Juste pour qu'on s'entende, là, donc j'ai mis ici quelques points. Donc l'épigénétique fait référence à la façon dont les comportements et l'environnement peuvent provoquer des changements qui affectent le fonctionnement des gènes. Donc ça affecte le fonctionnement des gènes. Donc elle active ou désactive les gènes. C'est comme un switch on-off au niveau des gènes. Donc elle change avec l'âge. Parce que aussi le vieillissement fait en sorte qu'on a aussi des modifications épigénétiques et surtout en raison de l'exposition à des facteurs environnementaux qui vont survenir tout le long de notre vie. Et contrairement à la génétique, donc aujourd'hui je ne parlerai vraiment pas de génétique parce que c'est tout un monde à part, c'est très complexe. Donc la génétique c'est plutôt des mutations, des changements qui sont vraiment permanents. Les changements épigénétiques sont réversibles et ils ne modifient pas la séquence de l'ADN. Donc on peut intervenir sur l'épigénétique si on est capable de l'identifier très tôt, si on est capable vraiment de savoir c'est quoi les mécanismes. D'où l'intérêt donc de comprendre ces mécanismes. Alors, c'est quoi les mécanismes de l'épigénétique? C'est 3 mécanismes, mais c'est 3 mécanismes très complexes. Ici, vous avez un schéma, mais je peux les résumer juste ici, c'est qu'on a une méthylation de l'ADN. Je parlerai après de chacune de ces étapes pour les expliquer de façon plus directe. On a des modifications des histones et on a la régulation par des ARN, ce qu'on appelle des ARN non codants, donc des micro-ARN. Donc on va y aller étape par étape. Alors la méthylation de l'ADN, c'est quoi? C'est au fait, c'est une addition d'un groupement méthyle sur les sites CPG, donc sur la cytosine guanine de l'ADN. Donc il y a un ajout qui se fait par des enzymes qui sont connues, lesquelles d'ailleurs qu'on utilise là pour cibler même cette méthylation-là. Donc il y a un ajout de ce méthyle là dans l'ADN. La méthylation de l'ADN fonctionne par l'ajout d'un groupe méthyle, c'est ce que j'ai dit, et le retirer par un processus qui s'appelle déméthylation. Donc il y a une hyperméthylation lorsqu'on ajoute plusieurs de ces groupements-là, et une déméthylation lorsqu'on les enlève. Et lorsqu'on exprime, donc on ajoute, lorsque les enzymes font ça, pas nous, mais les enzymes au niveau de l'ADN le font, bon, donc ça va changer la fonctionnalité vraiment du gène, donc la traduction du gène, qui va être soit réprimé, donc ce gène-là, il ne sera pas exprimé, donc on n'aura pas, par exemple, la cytokine, je prendrai un exemple de cytokine, qui va être réprimée, par exemple, dans une maladie allergique, ou bien il va être hyper
produits, et à ce moment-là, on voit les augmentations des cytokines, par exemple les alarmines, là, comme l'IL-33, le TSLP, là, que vous connaissez vraiment dans le cadre de l'allergie. Donc ça méthyle donc, le promoteur du gène, et elle peut se produire dans les régions intergénétiques, dans donc, les îlots CPG et le corps du gène. Donc c'est pour ça que c'est facile, là c'est un in-out, et on a des enzymes qui sont vraiment connues, bien étudiées, qui sont responsables soit de la méthylation, soit de la déméthylation. Donc ça c'est pas mal connu. Donc c'est ça la méthylation d'ADN, donc de façon vraiment simplifiée. Après ça on a les histones. Dans les histones, c'est plutôt, ce sont donc des protéines au niveau de l'ADN et qui vont être plutôt ce qu'on appelle une acétylation ou une désacétylation. Ça, ce sont des enzymes de l'HDAC. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ça, puis sont aussi ciblées par les médications. Donc, ces enzymes-là vont faire en sorte que ces histones vont être modifiées, donc une modification post-traditionnelle des protéines histones qui a un impact sur la chromatine et donc la densité vraiment de l'ADN, et ça change vraiment la conformation du gène, et donc ça affecte aussi la production des gènes. Il y a plusieurs façons. Il y a les acétylations, la phosphorylation, la méthylation, l'ubiquination, la sumolysation, c'est encore plus compliqué là. Ça, c'est nouveau dans la façon d'étudier les histones. Donc, toutes ces enzymes-là qu'on peut cibler, ils peuvent être ce qu'on appelle des writers, donc ils vont écrire, des readers, ils vont juste lire, ou des effaceurs qui vont effacer. Voilà, c'est assez complexe, là, j'espère que je ne vous perds pas là. Donc, voilà, ça, c'est les modifications des histones. Et il y a ce qui est actuellement étudié beaucoup et qui, je vous dirais que ça va être un peu l'avenir des nouveaux médicaments et de la façon de cibler plusieurs maladies, et l'allergie n'échappe pas à ça. Donc là, on est en phase de comprendre l'impact de ces micro-ARN. Alors, c'est quoi les micro-ARN? En fait, c'est des tout petits ARN qui sont libres dans la cellule et qui vont interférer avec les ARN d'une protéine qui va être traduite, et ils vont le dégrader. Donc, ils vont cibler directement un gène. Et donc, il y a une dégradation et on n'a pas la protéine. Donc, on pourra regarder tout à l'heure, j'ai quelques exemples de mon laboratoire sur lesquels je travaille, et vous verrez que c'est très important que ces micro-ARN, dans la régulation, c'est très, très, très finement régulé. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le cancer, mais par contre, dans les maladies allergiques, ça commence à prendre un petit peu de l'essor. Et ce sont vraiment des cibles de choix actuellement pour les maladies allergiques, parce qu'on est capable d'être très spécifique sur un gène, et on peut utiliser plusieurs micro-ARN et qu'on peut vraiment... donc ça a beaucoup d'avenir là pour les compagnies pharmaceutiques qui sont très, 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 très intéressées à ça. Donc ils contribuent à l'inhibition de la dégradation de l'ARN. Ils peuvent aussi être comme des cibles pour amener une protéine à être plus traduite. Donc, c'est comme des guidages. C'est très, très, très complexe. C'est connu depuis 2000, ça fait pas longtemps. Et là, on découvre de plus en plus des ARN non codants à chaque fois qu'on regarde, qu'on fait des séquençages spécifiques des cellules. On va trouver des façons de réguler encore plus complexes qu'on pense. Alors, donc... tous ces facteurs-là, donc ces trois éléments qui sont la méthylation de l'ADN, la modification des histones et les ARN non codants, ils sont tous font partie donc du méthylome, ce qu'on appelle le méthylome. On connaît le transcriptome, mais là c'est le méthylome qu'on étudie actuellement, donc on n'est plus au niveau du transcriptome, on est au-delà donc du méthylome. Et ils peuvent être impactés par les facteurs environnementaux. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent impacter ça, évidemment. La médication, l'exercice, la pollution, l'histoire familiale, les toxines dans l'air et dans ce qu'on mange, la nutrition, énormément de travaux sur la nutrition. Évidemment, l'alcool, le tabac, ça commence, et même les études ont commencé beaucoup par les tabacs, les infections récurrentes et non. Donc tous ces facteurs-là, donc vous voyez que c'est beaucoup de choses, peuvent faire en sorte que ce méthylome-là va changer, soit dans le sens de hyperméthylation ou déméthylation.
Alors, quelques exemples fascinants pour l'épigénétique, c'est qu'on avait fait, il y a eu une famine pendant la Deuxième Guerre mondiale en Hollande, et les chercheurs, ils ont constaté que les enfants de femmes qui étaient enceintes pendant la famine en 1944-45 étaient susceptibles de développer certaines maladies, comme les maladies cardiaques, la schizophrénie, le diabète de type 2. Donc ça, c'était l'observation. Après, donc, 60 ans plus tard, donc après la famine, ces gens-là, donc on a étudié leur méthylome et on a constaté qu'ils présentaient des méthylations dans l'ADN de certains gènes par rapport à leurs frères et sœurs qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas été exposés à la famine avant la naissance. Donc vous voyez que ça peut aller loin. Donc si les mamans étaient en famine, ben, les enfants vont développer des maladies à cause de justement donc, le manque au niveau nutritionnel. Donc, ces différences de méthylation pourraient expliquer pourquoi les personnes étaient susceptibles de développer certaines maladies plus tard dans leur vie. Donc, ça, c'est un des exemples frappants dans la littérature. Et évidemment, les exemples viennent beaucoup de la fumée de cigarettes. Chez les fumeurs, il y a beaucoup d'études qui ont montré que bon, ben, il y a chez les fumeurs qui ont fumé longtemps, donc on regarde un peu leur méthylome et on constate qu'il y a certains gènes, surtout le HRR, ici je vous ai mis c'est un répresseur de gènes, son nom là, qui lui était vraiment méthylé chez les fumeurs, donc comparativement à les non-fumeurs. Et c'est surtout chez les fumeurs de longue date. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque les fumeurs ont arrêté de fumer pendant longtemps, on constate qu'il y a un retour un peu à la normale de ces gènes-là. Donc c'est ça qui est intéressant avec l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on serait capable quand même d'agir là-dessus. Alors, vous connaissez les GWAS, donc au niveau du génome, donc lorsqu'on étudie vraiment le génome des humains. Maintenant, il y a le EWIS, donc c'est l'Epigenome Wide Association Studies. Et donc, on s'intéresse vraiment maintenant, on va aller regarder peut-être toutes les méthylations sur un chromosome particulier. Donc, on va aller le screener de façon particulière. Donc, on va aller faire des séquençages par des méthodes très sophistiquées. Après ça, on va faire cibler des gènes candidats. Donc, on est capable d'aller chercher le gène et de le comprendre. Et on va donc ajouter d'autres façons donc, pour répliquer, valider, évidemment comme ce qui a été fait dans les GWAS, comme ce qui a été fait en génétique, et on combine avec d'autres données, et là on arrive à des applications cliniques. On veut vraiment que ça se transmette au niveau clinique, donc pour dire telle personne a telle méthylation dans son génome, a tel chromosome, et ça peut être utile finalement dans la médecine spécialisée, dans la médecine de précision. Alors, quelques exemples. Donc, j'ai relevé la littérature un petit peu de ce qui se passe dans l'épigénétique de certaines allergies. Et donc, dans les allergies alimentaires, vous voyez que, donc, en utilisant le GWAS, ici, c'est une étude, évidemment, plutôt de publication, donc plutôt une méta-analyse là, sur des études de EWAS, donc des Epigenome Wide Association Studies. Donc, on est sorti de ces publications, de tous ces travaux, avec un certain nombre donc, de gènes qui sont régulés dans les allergies alimentaires. Donc, on retrouve évidemment la fonction des T-régulateurs qui sont importantes dans l'allergie. Donc, on a une certaine régulation. Des gènes qui sont impliqués dans le développement, donc dans de différenciation des cellules inflammatoires. On retrouve aussi certains gènes qui sont reliés aux signalines pour les cytokines, donc de type 2. Donc, une signature épigénétique de l'allergie alimentaire est associée à la fonction des Treg, à la différenciation des T2 et des facteurs de transcription. Donc, on peut aller chercher chacun des gènes et l'étudier et probablement l'utiliser pour aller identifier chacune des allergies alimentaires chez les patients. Pour étudier ça aussi, on peut aller très loin, donc au niveau utérin, donc, puisque je vous ai dit que ça peut se développer même au niveau de l'utérus. Donc on a pu regarder les cellules
cord blood, je ne me rappelle plus, c'est quoi cordon ombilical, oui, merci. Du cordon ombilical. Et donc, on a regardé, donc, est-ce que ces cellules-là sont fonctionnelles déjà? Et on constate qu'effectivement, il y a beaucoup moins de T régulateurs avec une fonction quand même stable qui est associée au développement de l'atopie à l'âge d'1 an chez un certain nombre de patients qui ont été regardés, et que ces facteurs-là sont influencés par les facteurs environnementaux de la maman. Donc, déjà, on pourrait peut-être intervenir à ce niveau-là, si on est capable d'aller chercher le son ombilical, de faire identifier les facteurs épigénétiques, on pourrait peut-être un peu agir dans cette phase ou dans ces phases d'opportunité-là. Dans la dermatite atopique, évidemment, il y a des gènes aussi qui ont été identifiés. Je ne vous apprends rien, ce sont vraiment des gènes qui sont connus dans la dermatite atopique. Il y en a qui sont... Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les gènes de l'immunité innée, de la barrière, tout ça c'est connu, les gènes codants pour les alarmines. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir qu'il y a des gènes régulateurs de la méthylation de l'ADN, donc qui ont été identifiés par ces EYs. Dans la dermatite atopique, peut-être plus facile aussi d'accès, mais donc c'est plus facile d'étudier. Il y a beaucoup de ces micro-ARN qui ont été identifiés et qui régulent chacune des pathways ou des mécanismes impliqués dans le débalancement de la réponse, évidemment, dans l'inflammation chronique et surtout dans la perte de la fonction barrière. Donc ces micro-ARN, soit lorsqu'ils montent, lorsqu'ils sont augmentés, ils vont avoir un effet inhibiteur. Lorsqu'ils sont diminués, c'est un effet stimulateur. Donc, on est capable de jouer avec les deux balances. Si on fait un petit passage là, pour comprendre un peu les études d'association pangénomique, ils ont montré que les variants communs, juste les variants communs, ça c'est au niveau génétique, peuvent expliquer 25% de l'héritabilité de l'asthme, par exemple, de l'enfance, et seulement 10% de l'asthme de l'adulte. Donc ça c'est la génétique, elle ne peut pas expliquer tout. Il y a juste 25% chez l'enfant et 10% chez l'adulte. Donc il y a d'autres facteurs, et on le sait, les facteurs environnementaux, et ça c'est là qu'il y a l'hypothèse de la barrière épithéliale, et il y a les facteurs épigénétiques, et surtout les interactions gènes-environnement. Donc c'est ces facteurs-là qui vont jouer toute la balance finalement du 10% et à peu près 25%. D'où l'importance. Donc, pour moi, c'est quand même quelque chose de positif parce qu'on serait peut-être capable d'agir plutôt que quand on a un phénomène génétique stable, on n'est pas capable souvent actuellement, pour le moment, on n'est pas capable d'agir. Alors, si on parle un petit peu de l'épigénétique de l'asthme, je pense qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, beaucoup dans l'asthme, peut-être moins dans les autres maladies allergiques. Je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais y aller assez rapidement. On voit que, je vais pointer juste au niveau maternel, les SMAD3, c'est les régulateurs de TGF-bêta. Et ce matin, on a parlé aussi du TGF-bêta, que c'est important, par exemple, dans le lait, parce que ça aide à activer la régulation, donc les T-régulateurs, et donc c'est un facteur important dans la régulation de l'allergie, donc de diminuer l'allergie. Donc j'y vais un petit peu plus rapidement. Donc juste pour illustrer un petit peu les micro-ARN et leur importance, en parlant toujours du TGF-bêta qui est un facteur important dans la régulation des T-régulateurs. Ici, dans le laboratoire, on avait montré, il y a déjà quelques années, que les cellules épithéliales de la branche des asthmatiques, qu'on a isolées et qu'on a mis en culture et qu'on a regardé leur fonction, ils exprimaient ce micro-ARN-là qui est le 19A, et que ça avait une fonction, c'est de réguler vraiment la voie du TGF-bêta. Et ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'expliquer pourquoi dans l'asthme sévère, la barrière, l'épithélium était en constante prolifération, mais jamais une mauvaise différenciation. Donc là, on pourrait peut-être cibler ce micro-ARN-là pour pouvoir remettre un petit peu la barrière, la fonction barrière au niveau qu'on voudrait, là, comparativement. On a comparé évidemment à des cellules de sujets normaux, à des sujets avec asthme léger, et c'est surtout juste dans l'asthme sévère qu'on voit ça.
ça. Donc, ça, c'est un exemple de cible probable pour la fonction barrière, justement, dans l'asthme sévère. Et dernièrement, un de mes étudiants vient de publier un papier qui montrait qu'on a un autre micro-ARN qui est 155A. Et lui, il est vraiment super intéressant parce qu'il cible finalement des gènes qui va faire produire à la cellule des mucines, et donc l'hyperproduction de mucus qu'on observe dans les asthmes sévères. Donc si on est capable de bloquer ce micro-ARN, on va peut-être on va être capable probablement de diminuer l'expression des mucines et surtout de la différenciation et de la réparation de l'épithélium et donc la fonction barrière. Donc vous voyez que ça intéresse beaucoup les pharma, ce genre de choses-là, pour pouvoir... Et puis il n'y a pas que les mucines, vous voyez que l'iotaxine, l'interleukine 8 pour les neutrophiles, donc pour les asthmes neutrophiliques. Donc vous voyez que ça peut avoir plusieurs cibles et non seulement juste une cible. Alors, dans la rhinite allergique, c'est à peu près la même chose que dans l'asthme. Donc, mais ce qui est intéressant aussi, lorsqu'on regarde un peu tous les gènes qui sont par transcriptomique, on voit qu'il y a des gènes communs entre l'asthme et la rhinite allergique. Mais par contre, la rhinite allergique toute seule a déjà beaucoup de gènes qui sont impliqués. Et parmi ces gènes-là, il y a beaucoup qui sont régulés donc, au niveau épigénétique. Et il y a quelques études qui ont montré qu'on est capable vraiment de modifier ces voies-là. Par exemple, la voie de l'IL-10, la voie de l'IL-5, l'IL-9. Tous ces facteurs-là sont quand même modulés au niveau de la rhinite allergique. Et il y a aussi quelques MIR qui ont été identifiés. Et je vous montre juste le MIR19A. Vous voyez que ça cible le TGF-bêta, exactement comme ce que je vous montrais dans l'asthme. Ça, c'est d'autres études, ce n'est pas mes travaux de quelqu'un d'autre. Mais par contre, ça cible une autre molécule, ça cible l'IL-10 dans la rhinite, alors que dans l'asthme, c'est plutôt TGF-bêta. Là, ici, ils l'ont mis, mais c'est l'IL-10. Alors, oui, tout ça est intéressant, mais est-ce que ça se traduit au niveau clinique là? Ce qu'on veut, c'est qu'on est capable d'agir au niveau épigénétique. Il y a beaucoup de molécules qu'on appelle les épidrogues, qui sont dans plusieurs autres maladies, qui sont déjà en phase de test dans d'autres maladies. Bon, il y en a qui passent les phases 3, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et que, donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on verrait, par exemple, des inhibiteurs de HDAC qu'on voit déjà dans le cancer. Est-ce que ça va venir dans nos plates-bandes, là, au niveau de l'allergie? C'est certain qu'on va voir aussi donc, ces molécules-là qui vont arriver. Alors, les avantages de l'épigénétique, évidemment, c'est l'identification de la méthylation de l'ADN et des modifications des histones qui permet de comprendre la régulation des gènes. Et ça, c'est très important parce qu'on peut cibler. Après, c'est les connaissances acquises qui vont aussi permettre d'améliorer les conditions inflammatoires. Est-ce qu'on est capable vraiment si on connaît les mécanismes, on est capable de cibler, on est capable d'améliorer. OK, donc ça peut permettre aussi d'identifier des influences des facteurs environnementaux sur l'aggravation de la maladie. C'est beau à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Les limites, c'est ça, c'est la difficulté. De cibler les facteurs environnementaux, c'est surtout on manque aussi de données, donc il faut vraiment intégrer beaucoup de données parce que c'est des analyses bioinformatiques, donc on a besoin de données et de données propres et bien faites. Donc ça c'est important. Et malgré ces limites, le domaine est très en évolution et très très rapidement, il arrive à progresser rapidement et on va voir certainement des interventions qui vont venir bientôt. Bon, je vais passer les priorités, c'est plus au niveau académique, qu'est-ce qu'il faut qu'on a besoin de faire, on a besoin d'entreprendre plus d'études, on a besoin surtout d'être conscient de ces facteurs-là et d'en tenir compte dans les pratiques. C'est sûr que pratico-pratique, là, vous n'avez pas d'outils, mais au moins d'être au courant qu'il y a l'environnement, il y a le passé, il y a ce qui s'est passé dans le ventre, il y a tout ça, mais vous savez très bien le faire en allergo, là, comparativement à d'autres. Voilà. Et donc ça amène à la médecine génomique maintenant, où on va tenir compte et de l'individuation de la médecine, de regarder
la phase génétique, donc le profil génétique, le profil épigénétique et tout ça, donc pour repositionner des médicaments qui sont utilisés ailleurs, souvent, surtout dans le cancer, probablement, qui peuvent être repositionnés pour les allergies. Alors voilà, merci, j'espère que ça a été clair. Merci Jamila pour cette très belle présentation. Alors l'épigénétique, on en parle depuis longtemps. Oui. Mais là, on commence à voir un peu les implications thérapeutiques. Donc on va peut-être en parler dans les prochaines présentations. Et c'est peut-être ça un petit peu la nouveauté des dernières années. Oui. Oui. Il y a des questions dans la salle? Bonjour Jamila, oui. Merci. Et je te félicite de pouvoir nager avec tous ces épisodes. Au total, avec toutes ces études, est-ce qu'on a pu arriver à l'origine de l'allergie? C'est quoi l'allergie, hein? Et elle dépend de quoi? Ah bon, d'après ce que j'ai compris, donc bien sûr c'est les facteurs génétiques et c'est l'exposition à l'allergène. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Mais pas que. C'est question à $1 million, comme dirait l'autre. C'est sûr que c'est beaucoup. Il n'y a pas que l'allergène, il y a l'environnement. C'est ce que je viens d'expliquer un petit peu. Et l'environnement, c'est beaucoup de facteurs. C'est la nutrition, c'est l'air qu'on respire, c'est l'allergène, évidemment. C'est énormément de facteurs. Il y a la phase génétique. Et comme j'expliquais aussi, la phase génétique n'explique pas tout parce que comme à 10% chez l'adulte, par exemple pour l'asthme, et juste 25% chez l'enfant. Ça ne peut pas expliquer tout. Donc c'est vraiment... Et les interactions, c'est la partie la plus complexe. J'aurais aimé peut-être avoir le temps d'en parler plus, mais c'est vraiment complexe ce que l'environnement fait à nos gènes. Donc c'est surtout ça. C'est pour ça que c'est compliqué, l'allergie. C'est pour ça que c'est individualisé déjà. Puis... Et c'est pour ça que quand vous avez un patient, il ne ressemble jamais à l'autre patient qui est à côté. C'est très individuel. Donc, il y a des facteurs globaux, mais il y a des facteurs personnels aussi. Donc, c'est compliqué. Je ne sais pas si j'ai arrivé à répondre. Je ne pense pas. Oui. Oui. Merci Jamila pour cette excellente présentation. En pathologie cardiaque, on a de plus en plus de traitements par des cellules embryonnaires, ouais. Surtout en pathologie cardiopathie, dans les cardiopathies ischémiques. Ouais. Et je pense, nous, on a une voie d'abord qui est la voie inhalée, qui peut, disons, faciliter la thérapie par des cellules embryonnaires. Et je ne sais pas, ce que vous avez présenté, ça nous donne un petit peu des idées. Oui. Que ça pouvait, les cardiologues n'ont pas la même voie qu'on a et ils sont partis un peu plus loin. Il y a pas mal d'études et de publications récemment par des cellules embryonnaires avec des résultats qui sont de bons résultats. Et je pense qu'en pneumologie, on est un petit peu en retard par rapport aux autres spécialités dans ce domaine. Il y a eu des études, hein. C'est pas qu'il n'y a rien qui se passe, surtout en pneumologie, là, peut-être pas dans les allergies, mais en pneumologie en tant que telle. Il y a des études avec des thérapies cellulaires, mais que malheureusement, ils n'ont pas beaucoup abouti, parce que le poumon est très particulier. Hein. Le cœur a beau bien prendre beaucoup de place, c'est le poumon qui est important parce qu'au niveau structurel et organique, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de travaux sur les IPS, qu'on appelle les IPS, c'est-à-dire qu'on part avec du sang périphérique et on fait développer ça en des cellules pulmonaires qu'on pourrait peut-être greffer. Il y a beaucoup d'études qui se font actuellement. Mais on se confronte à des obstacles de taille. C'est la redifférenciation. C'est comment tu peux enlever peut-être les cellules déjà atteintes, parce qu'on a vu que les cellules sont atteintes au niveau épigénétique. Comment tu peux décaper ces cellules-là et remplacer par des greffes qui peuvent prendre. Je pense qu'il y a beaucoup c'est pas que ça se fait pas, il y a beaucoup de travail qui se fait, mais on est encore un peu loin. On a besoin encore de technologie qui va nous aider, et puis ça avance de toute façon vite. Là. Donc, je peux t'assurer qu'il y a des travaux là-dessus. Là. Ouais. Younes, oui, Jamila. Oui. Il y a une des slides oui. qui est interpellante. On ne peut pas passer inaperçu. Tu as dit sur
la famine et 60 ans après, il y a encore l'impact. Et on ne peut pas aujourd'hui ne pas avoir une pensée pour les enfants de Gaza et pour la population de Gaza. Tout à fait. Voilà. Et c'est vraiment... Je suis tout à fait d'accord. Je suis émue. Donc, 60 ans après, ils vont encore payer tout à fait. De leur santé, ce qui se passe maintenant. Voilà. Merci de le souligner. C'est tout à fait ça. Il n'y a pas d'autres questions dans la salle? Oui, Saïd? Merci, Jamila, pour ce topo excellent. Alors, nous, en tant que pédiatre, on incrimine aussi tout ce qui se passe pendant les 1000 premiers jours de la vie, grossesse, accouchement, puis la nutrition après. Et bon, tout ça fait partie certainement de l'épigénétique, de l'environnement. Mais c'est-à-dire avec la flambée actuelle des problèmes d'allergie et par rapport à l'épigénétique, est-ce qu'il n'y a pas justement de pistes? Pourquoi il y a autant d'allergies qu'actuellement? C'est-à-dire, est-ce que c'est peut-être la méthylation? Est-ce que pour les mécanismes de l'épigénétique, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être suivre plus ou viser plus dans l'arsenal thérapeutique, on va dire, à venir? Est-ce la méthylation, le problème existant, le problème des micro-ARN? Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est sûr que ça fait partie. Hein. Et puis plus on peut intervenir tôt, mieux c'est. Tu as raison, en pédiatrie, c'est le moment, c'est à ce moment-là. C'est sûr que les facteurs environnementaux, c'est pas facile à contrôler. Hein. Tiens, on veut bien contrôler notre environnement, mais c'est pas toujours facile. Donc faire de l'éducation. Exactement, il faut faire tous les paliers, effectivement. Donc il faut faire l'éducation, il faut montrer aux mamans que bon, fumer c'est pas bon, s'exposer à la fumée de cigarette c'est pas bon, de manger n'importe quoi, les junk food c'est pas bon, parce que ça a un impact 60 ans plus tard. Je pense que ça frappe l'imaginaire. C'est ça aussi, c'est de dire que c'est important de faire attention à ce qu'on fait lorsqu'on est une maman enceinte, sans culpabiliser évidemment, mais aussi qu'au niveau médical, aussi qu'on tienne compte de ça, puis qu'on l'ait en tête quelque part. On n'a pas d'outils pour disons, thérapeutiques, mais on a des outils qui peuvent nous aider. Bon, les EYs, maintenant, on est capable... ça se démocratise, là, c'est moins cher qu'avant, là, donc ça va venir, et puis ça va être quand même apporté, j'espère bien, à tout le monde, là, où on est capable de voir vraiment le niveau des méthylations, puis de dire, ok, ben, cet enfant-là, il risque de développer des allergies parce qu'on a tel gène, les gènes de la barrière, par exemple, on sait qu'ils sont déjà méthylés très tôt, ben, on veut prévoir, donc là, on peut mettre en place toutes les approches là, qui sont bonnes, que vous faites déjà. Mais en vous aidant de ça, ça peut aider aussi à améliorer, peut-être que l'enfant sera moins allergique, peut-être moins sévère, ou on l'espère à un moment donné, pas allergique du tout à un moment donné, là, quand on saura vraiment tous les mécanismes. Donc, moi j'ai appris une chose, c'est que c'est jamais un seul facteur. Et donc, je suis toujours déçue quand je vois des traitements, par exemple, anticytokines, Yeltsin, par exemple, pour ne dire que ça. J'ai travaillé longtemps là-dessus, puis de voir que finalement, on ne cible que 1% finalement de la population, et c'est beaucoup d'argent qui est gaspillé là-dedans, mais beaucoup d'argent dans les poches des pharma. Je veux incriminer personne, au contraire, là, mais c'est juste, j'exprime un peu mon point de vue. Et donc, c'est plusieurs facteurs là qu'il faut tenir compte, et c'est un des éléments aussi qu'il faut faire. Bon, alors, je pense que je me rappelle à l'ordre. Une dernière question, mais très courte, s'il te plaît. Et une réponse courte. J'aimerais bien vous remercier pour votre présentation, bien structurée, bien très claire. Je me rappelle très bien d'une étude sur des carottes, des cellules de carottes en génétique qui ont subi un stress énorme, des sécheresses, des conditions pauvres en eau, mais qui ont résisté, qui ont développé des capacités à s'adapter à l'environnement. Il y a aussi le rôle de l'épigénétique dans l'adaptation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Parce qu'il y a aussi un rôle très positif de l'épigénétique, c'est la capacité des cellules de s'adapter, de pouvoir d'avoir sinon on utilise beaucoup dans le génie génétique pour pouvoir avoir des végétaux qui résistent aux sécheresses, aux conditions terribles, aux conditions de famine, aux conditions de ça. Si vous pouvez nous dire sur ça. Réponse courte, tout à fait. L'épigénétique, c'est pas mauvais.
C'est absolument pas ça. Ce que j'explique ici, c'est le rôle dans une condition pathologique. Mais dans la vraie vie, on est tous adaptés c'est une évolution, c'est l'évolution du système immunitaire. Et donc, c'est vraiment grâce à l'épigénétique, là, parce que c'est d'adaptation, c'est facteur d'adaptation. Je suis tout à fait d'accord avec vous, oui. L'épigénétique peut aider aussi à s'adapter. Mais dans des conditions particulières, ça favorise des maladies